ça c'est Égypte, etc. Enfin, tous les pays, y compris la Chine, dans lequel on a eu un certain nombre de mouvements et qui existent encore. Mais souvent contre les pouvoirs en place, quand même. La révolution, non, mais d'abord, avant toute chose, notamment en Chine, mais je dirais partout ailleurs, c'est d'abord sur l'angoisse de comment je vais manger demain, comment mes enfants vont vivre. Il me semble que dans les indignés, il y a d'abord cette angoisse-là, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, c'est vrai que nous, d'un point de vue intellectuel, on va dire, ah oui, mais c'est contre l'ultralibéralisme, etc. Et c'est là où il y a le problème, c'est que c'est pas nécessairement cela que disent les indignés. Ils disent, d'abord, je suis pas bien dans ce système qui ne me donne pas nécessairement les espoirs vraiment simples que je peux attendre d'un système économique ou d'un système politique. C'est-à-dire juste que mes enfants puissent continuer à vivre peut-être un peu mieux que moi, etc. Donc tu parles bien du système, alors ? Oui, mais mais on est dans une réaction épidermique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait sur le problème de la finance, pourquoi aujourd'hui tous les grands États et tout le monde dit oui, il faut changer la finance. Le problème, c'est que si on moralise la finance, tout d'un coup, on risque d'avoir des effets immédiats sur le fonctionnement économique de la planète. Et on dit, on va faire comment ? Il faut être bien clair. Aujourd'hui, par exemple, mais justement, très concrètement, le shadow banking, la banque de Londres, la banque non régulée, celle qu'effectivement, sur laquelle on va avoir une stigmatisation totale aujourd'hui, c'était 65% du financement de l'économie mondiale avant 2007. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en train de dire maintenant il va falloir qu'il déclare, tout d'un coup on dit ah oui mais au fait qu'est-ce qu'on finance plus ? Parce que c'est ça le problème. Quand vous avez la banque Dexia qui s'effondre en France, c'est typiquement, la banque Dexia, c'est une des banques qui a été le plus sur les marchés les plus élaborés. Cette banque, elle finançait quoi ? Elle a été créée par des Français qui n'avaient rien de spéculateurs ou de donc, quand elle s'effondre, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne finance plus aujourd'hui les collectivités locales. Donc il faut la refinancer pour qu'elle refinance ? Elle finance plus les crèches, les bus, etc. Et tout d'un coup, on se dit, ah oui, mais au fait, on a financé par la finance folle des choses qui nous semblent extraordinairement essentielles à notre quotidien. C'est ça le problème de la question de l'indignation et le problème ensuite de savoir ce que l'on fait. Oui, non, moi je voulais juste réagir. Vous me pardonnerez une seconde parce que je vais juste profiter de ma position de philosophe et vous êtes professeur de finances. Moi, ce que je trouve absolument étonnant, c'est que, encore une fois, ce sont ceux qui ont théorisé d'une certaine façon par laquelle les systèmes devaient marcher, qui continuent encore aujourd'hui à parler. Pardonnez-moi, mais c'est pas moi qui ai inventé la crise du subprime. C'est pas moi, en tant que philosophe. Non, c'est pas lui non plus. Mais ils ont quand même théorisé et laissé passer un certain nombre de choses, les produits toxiques et tout ça. Les produits toxiques, c'était pas que pour faire des produits toxiques ou pour donner des bonus à des banquiers. C'est que ça a permis à toute une population de vivre mieux. Non, vous n'allez pas nous ressortir cette histoire, parce que quand même, je l'ai entendue trop des fois. Les subprimes, c'était pour chaque Américain sa maison. Oui, non, c'était fait pour profiter de façon... on le savait parfaitement que ces gens ne pouvaient pas les rembourser, mais on a profité du fait que ces gens n'étaient pas capables de savoir qu'ils n'auraient pas pu pouvoir rembourser pour faire de l'argent. Non, mais si on ne revient pas sur les BABA... Ils n'ont plus de maison du tout. Alors, concrètement, le système s'est fondé. Non, parce que là, moi, je trouve... Pardon, mais c'est juste... Juste pour terminer, je trouve juste marrant, voire même incroyable, qu'on continue à ne pas comprendre quel a été le point de départ, on continue à vouloir défendre la finance. Il ne s'agit pas de ne pas récapitaliser les banques, évidemment qu'il faut pour éviter que tout s'effondre. Mais n'oublions pas d'où tout ça est parti, par le fait qu'on a cru que juste avec un château de cartes, on pouvait aller sauver une économie qui n'était plus là. Donc moi, j'en ai un peu marre d'entendre les gens qui s'occupent des finances venir me dire quelles sont les solutions. Ils n'avaient qu'à accepter le fait que les politiques devaient avoir les primas, qu'il fallait réguler les marchés, Ce sont etc. les politiques qui leur ont donné le pouvoir. Vous voyez, le subprime, c'est une décision de Clinton. C'est une décision en tant que politique. Sous la pression d'une idéologie qui a un nom et qui est l'ultralibéralisme. Il faut les rappeler, parce que là... Pas du tout. Je suis désolé. Le but de Clinton, c'était de dire chaque Américain doit avoir sa maison. C'est ça son but. Non, mais ça, c'est faux. Coûte que coûte, alors sans calcul. Albert Augier. Je vais essayer d'arbitrer, alors que mes compétences en économie sont un peu faibles. Je vais essayer d'arbitrer. Si, comment dire, un des problèmes, c'est comment va-t-on créer de la richesse pour la répartir, ne serait-ce que avant de s'occuper de la question de la redistribution. Parce que les indignés, ce qu'ils disent, en gros, en fait, les indignés ne disent rien. Ils disent, effectivement, ils sont indignés, ils sont en colère, ils expriment des émotions fortes. Et il n'y a pas d'argument politique. Ils ne sont pas contre le néolibéralisme. Non, il n'y a pas d'argument politique. Ils n'ont pas de théorie
Ils sont contre la corruption, Oui, contre mais les spéculatives. Tout ça, c'est des choses qui relèvent vraiment, et je ne le dégrade pas du tout en disant ça, Mais ça parle carrément la des juste 9%. colère du peuple, l'indignation devant des faits de corruption, mais ils pourraient ne pas les connaître. Comment se fait-il qu'ils les connaissent? Donc c'est que simplement ça a atteint un degré très important. Mais je vais faire... Mais c'est que ça les intéresse, Bien sûr que ça les intéresse. Ils se sentent concernés. Attendez, laissez-moi juste, j'ai dit que j'allais faire l'arbitre, je vais essayer d'arbitrer. Ouais. À partir du moment où on ouvre les frontières, à partir du moment où on envoie la production en Chine, la raison étant, je crois, la lutte contre l'inflation. Il y a un moment, on décide qu'on l'inflation. Et aussi la main d'œuvre moins chère accessoirement. Non, mais vous êtes angélique, messieurs, c'est marrant. Non, terminez. Je pense que c'est des arguments. C'est pour aider les Chinois qu'on délocalise. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que quand on veut lutter contre l'inflation dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les frontières et simplement il fallait que les produits soient moins chers puisqu'on n'allait pas augmenter les salaires. Parce que l'inflation, je parle vraiment, j'essaye de faire, je suis sociologue, je le rappelle. D'accord. Et donc, il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est comment va-t-on produire de la richesse pour la répartir? Quand on envoie, alors je ne sais pas si les gens sont très très conscients où est-ce que la politique se fait au jour le jour. On envoie tout. Je vais faire une image, en Chine ou ailleurs, en Slovaquie, n'importe où la main-d'œuvre est moins chère, pour rapatrier des produits qui ne pèseront pas sur le pouvoir d'achat des personnes, puisqu'on ne va pas augmenter le pouvoir d'achat des personnes. Pour que les personnes achètent, il faut que les produits soient moins chers. Mais en même temps, on empêche des personnes de travailler parce qu'on produit ailleurs moins cher. Il y a un vice de raisonnement. Non. Après, on verra. Laissez-moi juste terminer sur ça. Se pose là un problème, puisque nous ne produisons plus de la richesse, nous, ici, et que c'est des gens ailleurs qui produisent sous des mauvaises conditions, comment va-t-on avoir de l'argent pour financer notre évolution, notre croissance, les crèches, les universités, tout ça Eh bien, la solution, c'était la finance folle. En fait, c'est que la création de richesse s'est faite dans le système, et c'est pour ça qu'on ne l'arrête pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'alternative. La production ne va pas revenir du jour au lendemain ici, on n'a pas de richesse à distribuer, et on n'arrête pas la finance folle parce qu'elle nous permet de vivre. Et ça, il faut le dire, je crois. C'est du révisionnisme, pour moi, c'est du révisionnisme économique. Vous êtes dur. Non, mais c'est limite, comme c'est terme. délirant. Mais non, ce que vous dites, c'est faux. Vous dites, il n'y a pas de richesse, il faut bien qu'on ait de la richesse pour pouvoir après la partager. Mais il y a de la richesse. Enfin, arrêtez de délirer. Non, il dit que le système de finance permettait de créer de la richesse parce que justement, il y en avait moins. Ce que disent les indignés, si j'ai bien compris leur message, c'est qu'il y a de la richesse, sauf que nous, on ne croque pas dans cette richesse-là. Elle nous passe comme ça sous le nez. On participe de cette richesse par nos travaux les plus modestes, mais on participe d'une richesse, sauf qu'on a des présidents qui préfèrent faire moins payer les riches et plus payer les pauvres, qui saignent la classe moyenne. La classe moyenne se retrouve à devoir tout financer. Donc la richesse, elle est là, on la voit. Nous sommes dans un pays riche, il y a de la richesse, sauf qu'elle n'est pas partagée d'ores et déjà. Donc il ne faut pas confondre la croissance, il faudrait qu'il y ait plus de richesse, etc., et le partage des richesses, qui est un combat actuel, d'aujourd'hui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je voulais juste expliquer un point factuel. La répartition de la richesse. Et j'ai mis de côté la question de la redistribution. À côté de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus fait payer les riches. Donc moi, je n'oublie jamais ce fait que les impôts ont diminué largement. C'était des mesures inégalitaires. Et la question, donc pour résumer, la haute finance crée de la richesse, mais cette richesse n'est pas accessible à tous, elle n'est pas partagée. C'est ça. Et normalement, elle est au détriment de toute une population. Parfois, la haute finance ne crée même pas de la richesse. Mais la question, il faut quand même voir que derrière ça, quand on attaque, mais il y a un mécanisme qui fait qu'il y en a qui se font toujours avoir. C'est ça l'indignation. Qui sont ghettoisés, qui sont plus discriminés en France. En plus, il y a de la discrimination. En plus, on mélange tout et donc ça devient une sorte de foisonnement de handicaps sociaux infernal. Et donc le problème, c'est ça. Nos indignés à nous, c'était en 2005. Les banlieues, on nous a dit, regardez, les sauvages arrivent, ils traversent le périph', mais pas du tout. C'était de l'indignation profonde, avec en plus la pression policière, la discrimination, etc. Et puis aussi dans les ZDI, il y a aussi l'idée qu'on peut aussi parler, on peut avoir une expertise. Nous vivons dans un quotidien, nous connaissons la pauvreté, nous sommes précarisés. Et bien les précaires peuvent aussi se donner la main et avoir une parole audible. Oui, mais justement, la parole n'est pas très audible, elle n'est pas très structurée et il n'y a pas de programme. Vincent Cespedes, est-ce que c'est possible qu'un mouvement perdure quand il n'y a pas d'idées phares, d'idées fortes pour progresser ? Il y a 1000 idées. Moi, quand je vais, pareil pour l'altermondialisation, il y a énormément d'idées. Il y a des tentatives. Vous savez ce qu'il y a ? Un truc extraordinaire, il y a de la comparaison entre les pays. Ils sont
en train de comparer comment ça se passe en Espagne, au Brésil. Non, mais c'est énorme. Oui. C'est énorme. On est dans une repolitisation de toute une masse qui était plutôt apolitique ou dégoûtée par la politique. Ça, c'est important. Quand on voit les taux d'abstention, on voit que là, il y a des gens qui sont intéressés par la politique, des chiffres qui sont confirmés par les scores des primaires, etc., où on voit les gens, ou les discours du président, où les gens sont là, sont au rendez-vous. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse œuvre de pédagogie. Et ils se sont dit, comme il n'y a pas de pédagogie, comme on ne comprend rien, qu'on nous dit depuis des mois que la finance est irrationnelle, il y a un truc irrationnel. On nous a vendu la finance comme le lieu de la rationalité économique et on nous montre que c'est irrationnel, que les marchés s'affolent et que c'est la panique. Eh bien, nous allons essayer de recréer du sens et nous allons essayer de mettre de la pédagogie là où il n'y en a pas. Sur le partage, oui. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, vous avez beaucoup parlé de finance, mais jamais de spéculation. Oui, mais alors, donc, je ne vais pas tout de suite y venir. Il y a un élément qui me semble vraiment très important par rapport à ce que nous avons dit et ce que vous avez dit, et malheureusement, je crois qu'il faut le rappeler quand on est en Occident et quand on est dans un pays riche, c'est que l'une des raisons de la crise d'aujourd'hui, et qui est une des raisons, on va dire, tout à fait positives, c'est que la répartition des richesses est en train de changer dans le monde. Et même si vous me dites que la répartition des richesses n'est pas satisfaisante dans beaucoup de pays émergents ou en développement, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis que la mondialisation a commencé, une immense partie de population, c'est-à-dire elle est évaluée à peu près à 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes. Vous pensez à la Chine, Brésil, bien sûr, d'autres personnes sont sorties du seuil de pauvreté. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément dans des conditions satisfaisantes, etc. Tout ça, je vous suis, et moi je l'évoque largement dans mon livre. Il y a un milliard qui ne mange pas à sa faim. Non, on est d'accord, ça depuis le début de la crise. Mais d'abord et avant toute chose, la raison pour laquelle les Occidentaux, notamment les Américains, ont développé le système financier et le système de la dette, et quand vous dites on ne crée pas de richesse par la finance, c'est entièrement d'accord. L'idée a été de recycler une partie de la richesse du monde par la finance au profit de l'Occident. Et là, je vous suis totalement. Mais tout de même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette richesse produite aujourd'hui, elle est de plus en plus par des pays qui ont été pendant des années, des décennies, des siècles en dehors de tout développement. Aujourd'hui, ces pays sont en train de monter et ils nous posent problème. Clairement, ils nous posent problème. Nous, Occidentaux, nous, pays riches. Ils nous posent problème, ils peuvent nous aider, là. Non, oui, enfin non, mais ça, justement, là, il faut arrêter de se leurrer, quoi. Je veux dire, vous voyez, les pays émergents ont suffisamment de problèmes pour essayer de préserver simplement le niveau de vie moyen de population qui sont encore bien supérieur à la moyenne de ce qu'ils peuvent connaître eux. Il y a quelque chose d'indécent. Demandez aux Chinois ou en Chinois, on a eu des émissions sur la Chine, vous avez au moins 800 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour, dire la Chine va devoir aider l'Europe. Enfin, quand même, on est quand même dans le délire, là. Justement, on est dans le délire parce que c'est via des fonds qui sont fournis en milliards de dollars et pourtant la population est dans cette situation. Donc c'est encore une fois un problème de partage. Parce que nous sommes dans un système effectivement qui est tellement instable et tellement déséquilibré ou tellement fragile que même les pays qui sont émergents et qui ont des besoins immédiats extrêmement forts se doivent d'essayer de préserver au moins une partie du système pour qu'il ne s'effondre pas totalement et que même sombre avec l'ensemble du système. Donc je crois dans la notion d'indigné, quand vous évoquez la problématique que peuvent avoir les indignés d'Occident, et c'est pour ça que moi tout à l'heure je suis tout de suite parti sur le printemps arabe et sur les indignés du reste du monde, en disant nous devons bien avoir conscience qu'il y a un cri encore plus fort d'indignation aujourd'hui et qu'on ressent très fortement quand vous allez dans beaucoup de pays émergents, quand vous allez au Caire, quand vous allez à Pékin, quand vous allez en Amérique du Sud aujourd'hui, là, du sommet à la base des sociétés, les gens vous disent cette crise, et ils vous interpellent en tant qu'occidentaux, cette crise c'est votre crise, c'est vous qui l'avez créée, vous occidentaux, vous êtes en train de mettre le monde en péril parce que vous refusez de regarder les incohérences de votre système. Et là, ça peut être effectivement dans la distribution à l'intérieur, mais c'est aussi et avant tout le problème de déséquilibre fondamental qui existe encore aujourd'hui de manière scandaleuse entre les pays riches et les pays émergents. Et donc ça veut dire évidemment que, vous voyez, toutes les réflexions qu'on peut avoir, elles doivent intégrer cette idée qu'on ne reviendra pas comme avant et que l'on ne peut pas espérer d'avoir par exemple une prospérité qui serait pour toutes les populations des pays développés avec la même dans les pays pauvres. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut remettre à plat à ce niveau-là. Albert Augien. Oui, non, le débat se déroule d'une étrange manière. C'est-à-dire, subitement, on est devenus des experts qui parlons du monde. Et en fait, on ne touche pas du tout à la problématique même, qui est la problématique politique de base. C'est cette démocratie pure qui se joue dans la rue. Et c'est plutôt, disons, le thème des indignés, c'est plutôt vers ça qui doit nous emmener et pas commencer à discuter des conditions générales qui ont
produit la destruction, disons, des classes moyennes qui vont amener leurs enfants à être dans la rue. C'est vous-même qui ouvrez sur la macroéconomie. Non, c'est pas ça. J'ai essayé de jouer l'arbitre. Moi, je parlais du peuple, des gens. Albert Augier, cessez de jouer l'arbitre et essayez d'exprimer surtout vos idées. Justement, alors l'arbitrage, je vais m'en occuper. Non, mais c'est pas les indignés, c'est pendant la crise. C'est-à-dire, ils n'étaient pas là avant. Avant, il y avait aussi de la corruption, etc. Il n'y avait pas ces mouvements généraux qu'on voit. Non, en même temps, vous parlez de politique, vous avez raison. C'est quand même la situation intime, personnelle de millions de citoyens qui les a conduits aussi à manifester et à contester le système en place. Alors d'abord, il y a une chose qui me gêne toujours, c'est qu'on parle de population. Alors, je m'excuse Vincent, mais je suis de... Enfin bon, je ne vais pas faire comme Barack Obama, je suis de tout cœur avec vous, le pape ou le président directeur général de la banque, de la BCE, tout le monde est avec les indignés. Donc, c'est pas cette question-là. Je m'excuse, mais là, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Alors, parce que vous avez parlé de notre raisonnement qui serait plutôt macroéconomique. Oui, c'est ça, oui. Nous serions un régime d'experts et pourtant... Il y a des millions de gens. Sans rabaisser en rien le mouvement, et parce qu'il est important pour les caractéristiques qu'il porte. C'est quand même un faible nombre de populations. C'est très, il ne faut pas dire des millions de gens, il n'y a pas des millions d'indignés sur Terre. Il y a des blocs un peu à Wall Street, un peu à Londres, à Francfort il y a 3 personnes, en France il n'y a personne. En Italie, c'est très fort. En Italie, oui, mais vous reconnaîtrez quand même que c'est allé en augmentant et en s'intensifiant ces dernières semaines. Ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment du nombre de gens, ce qui est frappant, c'est que cette revendication, précisément Barack Obama, Mario Draghi, Nicolas Sarkozy, tout le monde dit on est vraiment de plein cœur avec vous, vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est un phénomène, parce qu'il n'y a pas de force en face. En fait, les gens s'assiedent par terre, ils ne demandent pas grand-chose autre que de créer une démocratie réelle sur place. Et là, je pense que le mouvement qui s'initie est très important. Et il faut le suivre en tant que comment créons-nous une nouvelle forme de démocratie à l'écart de Alors tout le monde dit on est avec vous, mais est-ce que vous avez observé des mesures, une volonté d'accompagner ce mouvement de la part des politiques? Écoutez, c'est très simple. À Bruxelles, le 15 octobre, donc le 15 octobre a été la grande journée des indignés de la terre entière. Une marche était partie d'Espagne pour arriver vers Bruxelles. Point de ralliement en disant pourquoi Bruxelles? Parce que c'est la capitale de l'Europe. Mais les gens sont arrivés à Bruxelles, se sont assis, on les a maltraités. Peu importe, le jour du 15, une délégation de parlementaires européens sont venus vers les gens en disant à ceux qui pensaient être les leaders, parce que le même problème, c'est qu'il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de porte-parole, ils leur ont dit venez au Parlement, venez au Parlement pour expliquer les doléances que vous avez. Et les gens ont dit, mais ce n'est pas à nous d'aller chez vous, nous ne reconnaissons pas la légitimité de cet endroit, c'est à vous d'aller vers le peuple, donc venez dans la rue et écoutez ce que nous avons à dire. C'est 2 manières de se représenter la politique qui rendent la chose, je ne dis pas difficile, je dis qu'il y a un manque de communication réelle, c'est-à-dire si on a une exigence de démocratie pure de cette nature-là, il est difficile de voir comment elle peut rentrer dans le cadre d'une démocratie représentative. Et donc, c'est plutôt ce que je voulais... Voilà. Bon, alors, interrogation sur la manière d'exprimer ou de pratiquer la démocratie aujourd'hui, Michaël Lavallière. Non, mais moi, je suis d'accord qu'effectivement, c'est important de prendre en compte un désir d'une autre façon de vivre la politique. Donc, une autre façon de participer, peut-être parce que pendant longtemps, on n'a plus vraiment participé et on a laissé faire. Et on n'a pas été représenté comme on aurait aimé. Le problème, c'est que face à cette crise, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? On est en train d'observer le fait que les politiques continuent à ne pas prendre des mesures et continuent à laisser faire les marchés, la finance, les banques. Quelles sont les mesures? C'est quoi? Les agences de notation sont en train de nous dire et nous dicter ce qu'il faut faire. Et donc, on ne voit pas du tout un représentement de la part du politique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui gêne beaucoup les gens. Parce qu'on a donc les agences de notation qui sont elles-mêmes, qui n'ont pas vu venir la crise et qui l'ont peut-être déclenché, qui sont en train de noter les démocraties et donc de prendre une place qui est la place du politique. Et les gens indignés, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Non, il faut revenir à la politique. Le politique doit décider et non pas l'économique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir en tant qu'intellectuel, mais en tant aussi qu'homme et femme politique. Parce qu'effectivement, une nouvelle façon, comment peut-on organiser cette nouvelle façon de faire les politiques? Alors, en Italie, il y a eu quelque chose d'intéressant. C'était il y a une dizaine de jours, il y a eu une manifestation où les maires de Florence ont organisé une grande assemblée qui s'appelle la Leopolda, où on a créé
avec les citoyens un programme. C'est-à-dire, il a été fait par les biais d'Internet, Facebook, Twitter. Donc, on a essayé de faire en sorte de mettre en place une démocratie participative. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est une façon de répondre à ces cris d'indignés qui, effectivement, est un cri pour un retour du politique et basta avec les tout économiques et les tout financiers. Comment on peut s'opérer ce retour du politique, Vincent Cespedes? Ce retour du politique, il passera par la société civile. Et les indignés, c'est justement une expérimentation en direct de la société civile qui se regarde. Tiens, tu existes, tiens, tu as les mêmes galères que moi, tu as les mêmes problèmes, on peut peut-être faire quelque chose. On ne sait pas quoi. Tu veux aller dans telle partie, non, je leur fais plus confiance. Désolé, mais c'est ça le problème. Donc ça parle aux politiques en ce sens-là. Alors ils vont essayer de récupérer des choses, mais ils ne veulent pas être récupérés, il y aura un bras de fer qui va s'engager. Et donc il y a une gouvernance mondiale et il y a une société civile qui est en train de s'organiser de façon hyper brouillonne. On voit ça aussi avec Facebook, avec la Tunisie et tout ça. Et donc la gouvernance mondiale doit à mon avis être réformée et la grande question des indignés, c'est comment on va prendre en compte les doléances de la société civile. Comment la société civile va-t-elle influencer la gouvernance mondiale ou l'économie, etc. Et donc, dans ce comment-là, Internet a un rôle central, la pédagogie a un rôle central, donc les médias traditionnels ont un rôle central de pédagogie. Et puis, il y a des mots qui reviennent. Moi, ce qui m'intéresse, le mot oligarchie revient énormément et revient à la mode. Et ce que les indignés ne supportent pas, une sorte pour le coup, réaction épidermique, c'est cette idée de monopole, de bulle spéculative, mais aussi de nantis. C'est un combat de la société civile contre les nantis qui font en fait un hold-up de l'argent, un hold-up ça voudrait dire que le système démocratique tel qu'on l'a connu n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Quand c'est un système démocratique avec une éducation qui est là pour trier les bons élèves et les mauvais, les élèves de parents riches et les élèves de parents pauvres, quand on ghettoise à outrance en France où on a des quartiers complètement laissés à l'abandon, d'autres qui préfèrent payer des impôts plutôt que d'avoir des logements sociaux, c'est cette logique de ségrégation sociale que les indignés veulent essayer par leur présence simplement active de renverser. Et ça interroge éminemment le politique et ça devrait interroger notamment la gauche. C'est-à-dire que la question, c'est que la gauche qui cherche à renouveler un peu son logiciel, Besancenot, il avait un logiciel un peu marxiste, on a vu que ça n'a pas spécialement marché. Quel logiciel nouveau, quelle idéologie nouvelle à gauche on va pouvoir ériger à partir de cette doléance-là et de cette société civile qui veut prendre part à la vie politique? Philippe Dessertine, alors des doléances, les réseaux sociaux, démocratie participative, tout le monde parle, mais qui décide? Oui, je crois vraiment effectivement toujours la question, malgré tout, de l'économie qui revient rapidement. À un moment, il va falloir prendre des mesures, des décisions. Qui va le faire? On est d'accord, et on est d'accord que peut-être... Alors, vous voyez, je crois qu'il y a parfois un décalage, évidemment, qui va se créer entre... Parce que c'est vrai que quand on évoque ces mouvements, vous avez parlé tout à l'heure de l'altermondialisation, mais ça rappelle aussi les mouvements de l'anarchie, l'évolution des vrais mouvements anarchiques, notamment du 19e siècle. Qui n'ont pas débouché sur grand-chose, donc. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Vous avez eu quand même il y a quand même eu des mouvements de révolution très très forts qui ont été nourris par les alors sur quoi ça peut aboutir puisqu'on arrive à la fin. Si moi je pars dans mon domaine qui est dans le domaine de l'économie, c'est évident que nous, du point de vue de la réflexion du système économique, ce sur quoi on travaille aujourd'hui beaucoup, c'est la manière dont justement l'État qui réinterviendrait, par exemple, vous voyez les questions autour des banques, est-ce que les banques publiques seraient mieux gérées que les banques privées? Est-ce que l'État doit réintervenir dans la finance et à quel endroit? On a besoin évidemment du cœur de l'économie que représente la finance, vraiment le cœur au sens propre, qui va chercher la liquidité et qui l'envoie vers les énergies éventuellement prêtes à produire. Donc comment on va faire pour que éventuellement l'État réintervienne? Ça veut dire effectivement probablement qu'il doit y avoir une intervention de type, ce que l'on appelle avec ce mot plutôt anglo-saxon de régulation, c'est-à-dire une régulation publique, une intervention publique qui puisse aller d'ailleurs éventuellement jusqu'à la coercition, parce que l'État est souvent aujourd'hui, ou enfin la chose publique a souvent été quelque chose qui a aidé à la régulation, par exemple, pour mettre en place des mécanismes, mais qui n'a pas les moyens d'interdire ceux qui, par exemple, vont pervertir ces mécanismes. Donc il y a un nouveau rôle de l'État envisagé, ce que l'on voit et ce que l'on sent, alors ça c'était au cœur du G20, c'est vraiment au cœur des travaux autour du G20 et commandité par le G20, c'est que cette régulation avec coercition, elle ne peut être qu'internationale. Elle ne peut être qu'internationale, et c'est là où évidemment il y a vraiment une question forte qui se pose, c'est-à-dire dans quelle mesure la population qui, à la base, sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, si on lui apporte des réponses en disant on est en train de réfléchir à une régulation internationale, dans quelle mesure il n'y a pas un décalage? Et là, moi, la question